Bonjour. Lors de notre visite au Salon du livre de Toronto, on a rencontré des auteurs qui ont choisi d'éditer eux-mêmes leur premier livre et qui, par la suite, ont décidé de fonder leur propre maison d'édition. Ils nous racontent pourquoi et comment. Bienvenue à Histoire d'auteur, auteur d'histoire. Collection patrimoine où il y a des romans historiques, où il y a aussi des contes et des légendes et des récits canadiens et autochtones. On a une nouvelle collection, c'est des nouvelles. Nous, ce qu'on fait de... Jacques Roy, bonjour. Bonjour. Dites-moi, comment vous est venue l'idée de partir une maison d'édition? La maison d'édition, c'est qu'en fait de compte, c'est un rêve que j'avais un peu pour publier mes recueils de poésie. D'abord, c'est à cause de mes enfants. On a passé tous les livres de la bibliothèque lorsque mes enfants avaient 7 ans et 9 ans, parce que j'avais 2 garçons, j'ai toujours 2 garçons. Et on avait vraiment passé tous les livres de la bibliothèque qu'on avait, tous les Walt Disney, et en tout cas tous les contes. Et là, mon plus jeune a dit, Papa, on te fait confiance, tu dessines, tu écris, tu devrais nous raconter une histoire. La première, c'est que certains de mes projets prenaient trop de temps chez les éditeurs et comme j'écris beaucoup, j'ai décidé qu'il y a aussi que plusieurs de mes livres les droits me sont revenus parce que des fois, les éditeurs, ils décident de laisser tomber un ouvrage ou... Alors, les droits sur à peu près 10 livres me sont revenus d'un coup. Boum! Quelles étapes vous avez traversées pour arriver à réaliser ce projet-là? Oh, c'est que faut préparer notre livre, toute la mise en page, toute la correction, puis soumettre ça à un éditeur, en fait, compte, pour savoir si ça a de l'allure ou pas. Moi, dans mon cas, je commence par le dessin. Fait que lorsque mon gars m'a demandé ça, j'ai vraiment commencé, comme je commence toujours d'ailleurs, j'ai l'habitude de commencer par un dessin. Et après, mon dessin se définit par le texte. Et je dois redéfinir un autre dessin pour pouvoir créer le texte. Fait que ça se fait par une amorce de dessin à écriture. Rarement le contraire. Ensuite, réviser comme il faut l'orthographe, alors utiliser un correcteur. Moi, j'utilise j'ai dit anecdote, c'est plutôt antidote. Et puis après ça, là, je fais la conception graphique de la couverture. Souvent, ça me motive beaucoup. Alors, quand je fais une couverture complète, je vais vous montrer, ceci mon plus récent livre. Alors, vous voyez que je fais le montage de la couverture ici. Je vais acheter les photos. Lorsque ce n'est pas moi qui prends les photos moi-même, j'achète les droits sur des photos. Je me trouve, comme là, ici, j'ai utilisé une photo de papillon et une photo de banquise et j'ai utilisé InDesign pour faire un montage PDF. L'autre chose importante, c'est d'aller chercher mon numéro d'ISBN auprès de ISBN Canada. Et puis, je fais donc imprimer la petite languette ici, le petit rectangle, pour la couverture arrière. Alors, évidemment, il y a eu une bonne photo de moi prise par l'excellent Marie. Et quand un auteur publie, je suis un éditeur, je mets toujours l'attribution à la personne qui a pris la photo. Puis le plus grand défi dans tout ça, ça a été quoi? Le plus grand défi, c'était un rêve, c'était pas un défi. C'est que je crois que j'ai vraiment bien fait mes devoirs. De ramener qu'est-ce que j'ai déjà eu à cause de ces livres-là. Je m'explique, j'ai déjà eu un producteur qui a été intéressé au scénario, parce que l'ILA, ça a commencé par un scénario que j'avais écrit à cause de mes enfants. Et ce scénario-là a été pris par un producteur montréalais qui l'a présenté à Cannes, mais à cette époque-là, on est en l'an 2000. Et à cette époque-là, il me disait que j'étais entre guillemets, un petit cul dans l'écriture, alors pas d'expérience. Et il a été présenté lui-même mon scénario, mes dessins qu'il avait refait dessiner par un professionnel, vu que je n'étais pas accepté comme étant un professionnel. Je l'acceptais aussi à ce moment-là, c'était vrai. Et il a pris mes dessins redessinés par un dessinateur professionnel. Il a pris le peu d'histoire qu'il savait de l'ILAS. Il a été présenté ça à Cannes. Et à partir de l'an 2000, il s'est complètement enfargé en le présentant à Cannes, ne se souvenant à peu près pas de l'histoire, présentant des images qui avaient peu d'âme, parce qu'un dessin, normalement, ça devrait refléter un peu le texte. Et dans ce cas-ci, ça avait beau être professionnel, mais il y avait un éloignement du dessin au texte. Et écoutez, il s'est vraiment trompé. Fait qu'à partir de l'an 2000, j'ai été sous contrat avec un producteur durant une année de temps. À son retour de Cannes, j'ai fait un bris de contrat. Il m'a proposé des choses, mais
Imaginez que depuis l'an 2000, je pense et je savoure l'idée d'avoir le dessin animé. Le défi ici, c'est de se faire découvrir, ce qu'on appelle la découvrabilité, parce que en ce moment, je vends beaucoup sur les plateformes électroniques. Ces livres que vous voyez sous forme physique ici, ils sont aussi disponibles sous forme électronique. Et électronique, ça coûte 2 ou 3 $. Ça aide le public qui veut s'en acheter. Mais aussi, quand je suis dans les salons, il y a beaucoup de gens qui aiment le livre physique. Donc, je le mets disponible. Mais ce qui se passe, c'est qu'Amazon, des grands distributeurs peuvent décider que ton livre, il est en dessous des 10 millions d'autres titres parus, à moins que tu leur payes de la publicité pour te... Et ça, c'est un mouvement que je vois parce que tous les auteurs que je connais, y compris moi, ont connu des baisses très, très importantes de leurs revenus sur Amazon, sur Kobo, sur certaines plateformes. Alors, c'est un grand défi, ça. La réaction du public quand ils ont lu vos livres, ça a été quoi? Moi, c'est probablement un effet surprise, OK? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Comme je vous dis, j'ai été producteur de lait pendant 40 ans. C'est pas... On peut bien comprendre que les écrivains peuvent sortir de n'importe quel milieu. De voir les jeunes s'impliquer. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, ma série continue. Je pense que si les jeunes auraient détaché après une centaine de livres vendus, je me serais peut-être résigné à dire l'ILA, c'est je le mets au encore. Mais là, de les voir motivés, je travaille aussi pour eux, là. Parce que de voir leur travail, ils ont pris des heures. Écoutez, il y a un jeune, je me souviens de la région de Charlevoix, il y a une jeune qui m'a dessiné un personnage parce qu'elle disait qu'elle voulait mettre féminisé, donc faire un personnage féminin avec des personnages qui étaient plutôt masculins dans mon histoire de l'ILS, puis elle a inventé 2 personnages. Je me suis dit, c'est une de celles qu'elle a inventé. Mais dans d'autres cas, au Nouveau-Brunswick, il y a un jeune qui a inventé 10 personnages après avoir lu le livre de nuit. Le Salon de Toronto, c'est le seul salon où j'ai mon kiosque. Je ne me déplace pas avec tous mes livres beaucoup plus loin. Je l'ai fait à Montréal, mais pas sous mon Écofiction. Et d'ailleurs, Écofiction, je l'ai lancé en 2016 et c'était vraiment pour auto-éditer des textes courts que j'avais publiés ailleurs pour faire un petit revenu aussi sur les plateformes électroniques. Mais même à ça, le but, c'est que mes fans, les gens qui aiment ce que je fais, puissent les retrouver, les avoir disponibles. Et vous, votre plus belle surprise, ça a été quoi? La plus belle surprise? Moi, c'est l'acceptation de mon livre par souvent les lecteurs. Même si j'ai pas eu vraiment de commentaires, en fin de compte, c'est plus les gens que je rencontre dans les salons qui font que je me rends compte si mon livre est vraiment à point ou aimé. Ou... C'est les yeux des enfants, c'est les yeux des ados, c'est la réaction des gens en général, parce que quand j'ai les parents qui viennent me dire « Ah, mon fils a adoré » ou « Écoutez, dernièrement, il y a une dame qui est passée, on est à Montréal, elle aurait pu passer outre mon petit kiosque, puis passer tout droit. » Non, elle est venue me féliciter d'avoir choisi un jeune qui a inventé un personnage et de l'avoir motivé, parce que c'est le premier qui s'appelle Tristan Huot-Lagacé, de l'avoir motivé à une histoire alors que lui-même ne lisait pas. Je fais... Et ça, je l'ai filmé, je lui ai dit, écoutez, pouvez-vous reprendre ce que vous avez dit? Et là, ça m'a touché au cœur. Je me suis dit, hey, il y a une enseignante qui a connu Tristan à son école, qui est venue prendre quelques minutes pour venir me saluer, me dire, c'est beau, qu'est-ce que tu as fait? Tu as motivé un élève. Alors, je me dis, ben si j'en ai motivé un, j'en ai avoir motivé plusieurs, puis c'est eux, en retour, qui me donnent de l'énergie pour écrire les autres livres. Des belles surprises, c'est que j'ai rencontré des fans. La meilleure surprise, c'est quand j'ai commencé à m'installer au Salon de Toronto. La première fois, c'était pas prévu. C'est que j'avais des séances de signature. Chez Prologue, j'avais 16 livres. Et d'un coup, boum! Il n'y a plus de prologue. Alors, là, je me suis retrouvée avec un seul livre à dédicacer, 2 heures de dédicace sur 4 jours. Ça n'avait plus d'allure. Alors, j'ai dit, je vais acheter un demi-kiosque. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté un demi-kiosque et puis j'ai fait des ventes. J'avais tout, mes 23 livres et bandes dessinées. Alors, et les jeunes venaient parce que là, ils avaient de la place à la table pour regarder, pour retourner toutes les pierres, comme je dis. Monsieur Roy, merci beaucoup de cette entrevue. Ah, ça me fait plaisir. M. Veillette, un grand merci. Bon succès. Bien, merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent. Michel Laframboise, merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. En fait,
fait, j'ai fait mon bac en arts plastiques à Concordia. C'est parce que les cours en illustration se donnaient pas. Je pense que maintenant, on peut faire une mineure en illustration. Mais à l'époque, non, j'ai fait mon cours en beaux-arts. Puis je pense que c'est bon parce que ça m'a comme un peu sorti de mon petit confort là, de dessinatrice. Puis, mais effectivement, s'il y avait eu des cours en illustration, j'aurais aimé ça en suivre. Mais ça se donnait pas à l'époque. Là. Je parle des années début 90, là, même début 80. Quand je commence une histoire, là, je pense que je commence par les petits dessins. Puis on dirait qu'en dessinant, je vais chercher à raconter l'histoire de ces dessins-là. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Des fois, il y a des exceptions. Des fois, c'est arrivé que, par exemple, comme pour Petit Monstre, pour Isatis, la maison d'édition Isatis, j'ai écrit un petit poème, une petite comptine, et après ça, Angèle Delaunoy m'a demandé de l'illustrer. Là, c'était tout un contrat, parce qu'illustrer de la poésie, c'est vraiment différent que d'illustrer une histoire qu'on raconte. Mais la plupart du temps, là, je développe des projets en dessinant, d'autant plus que mes projets, souvent, l'image a une importance, parce que ça peut être des dessins qu'on voit des deux côtés, ça peut être des dessins cachés dans l'image. Alors, souvent, je vais dessiner, je vais me faire un petit storyboard, puis après ça, je vais retravailler le texte parallèlement à l'image. Ça se fait pas mal simultanément, mais ça commence souvent par des petits croquis, ouais. Oui, j'ai plusieurs de mes livres. J'ai même les 6 premiers tomes de Margot ont été traduits en tchèque. J'ai des livres traduits en anglais. Ça, quand c'est traduit en anglais, ça aide après ça pour toutes les ventes de droits. Parce que d'avoir un livre en anglais, c'est plus, je pense, c'est plus exportable là, déjà qu'en français, malheureusement. J'en ai en arabe, j'en ai en chinois maintenant. J'en ai aussi en coréen, en espagnol. Ça, c'est une grande joie de voir mes livres traduits en différentes langues, souvent parce que le format du livre est différent, l'aspect est différent. Ah non, c'est une grande fierté pour moi de voir mes livres traduits en d'autres langues, oui. Le fait d'être auteure et illustratrice, ça me donne énormément de latitude. D'abord, je raconte des histoires que j'ai le goût de raconter. Il y a des thèmes qui reviennent aussi. C'est des histoires qui sont souvent comme très personnelles, dans le sens que c'est des choses que j'ai le goût de dessiner. Des forêts, des enfants, des monstres. J'aime ça, des créatures gentilles, imaginaires, mais qui sont comme bienveillantes envers les enfants. Je trouve que dessiner des animaux aussi. Alors, c'est sûr que le fait que ce soit moi qui invente mes histoires, oui, ça me donne une grande liberté. Puis j'ai encore peut-être plus de... Je me sens encore plus audacieuse. Quand je reprends... En fait, c'est deux choses différentes. Quand j'illustre un livre d'un auteur, l'approche, je vais être dans l'univers de l'auteur. Quand j'illustre un de mes livres, je vais être dans mon univers. Fait que c'est souvent deux types de livres différents pour moi. Puis même, je vais essayer des choses que j'oserais peut-être pas, j'aurais peur je sais pas, de vexer l'auteur. Je m'en tiens souvent à rester un peu dans son univers, mais en même temps, ça m'apporte beaucoup parce que ça me fait sortir de moi. Alors, c'est vraiment ces deux approches différentes qui se complètent, puis qui m'apportent beaucoup aussi parce qu'après un livre, des fois, j'essaie d'aller encore plus loin dans le prochain. Ah, ça, les ateliers dans les écoles, je pense que ça fait partie, c'est une grande partie de mon travail en temps d'abord. Là, je dirais que je passe peut-être une 40aine de journées par année à faire des ateliers dans les écoles, des fois dans les bibliothèques aussi. C'est entre 1 ou 3 ateliers par jour. Alors oui, j'envoie des élèves. C'est entre, mettons, première année et troisième année du primaire. Puis je pense que pour moi, là, vu que mes enfants sont grands, c'est une grande source d'inspiration parce que je vois qu'est-ce qui les intéresse, ce vers quoi ils vont se tourner. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des livres à l'endroit, à l'envers, là, c'est pas moi qui ai inventé le principe, je commençais par leur montrer un livre qui avait été fait il y a une centaine d'années, puis je voyais comment ça les hypnotisait. Ce livre-là les hypnotisait. Puis après ça, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça avoir un livre qui a un impact aussi fort sur les élèves. Puis là, j'ai commencé à faire des livres justement un petit peu différents, avec des dessins cachés, avec des jeux de lecture, tout ça. Puis vraiment, peut-être que c'est devenu un petit peu ma marque de commerce, mais je m'aperçois que c'est ça que les enfants recherchent, puis ils veulent des surprises. Pour eux, c'est un défi, des fois, de lire un livre, de comprendre le dessin dans l'autre sens, tout ça. Puis pour moi aussi, c'est un défi. Alors, je pense que quand je rencontre les élèves dans les écoles, c'est plus un échange, parce que oui, je leur parle de mon travail, tout ça, mais à la fin, souvent, je dessine une histoire qu'eux vont inventer. Puis après ça, il y a des idées qui me trottent en tête. Puis oui, quand je dis que c'est une source d'inspiration, là, c'est vraiment... ça peut être comme pas une bande d'idées, mais je vais aller comme, des fois, piger dans leur univers. Merci à toi, merci beaucoup.
Monsieur Lionel Trouillot, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que vous acceptiez de nous rencontrer ici au Miami Book Fair. Vous êtes en fait invité pour participer à un panel. Oui, sur la littérature de la Caraïbe. Pouvez-vous nous en parler davantage? Écoutez, je pense que, bon, ils considèrent qu'il y a de nouvelles écritures qui apparaissent dans la Caraïbe, il faudrait même dire les Caraïbes, dans diverses langues, avec un univers thématique de plus en plus élargi. C'est bien qu'on en parle, puisqu'il y a malheureusement dans le monde une circulation inégale des œuvres littéraires. La Caraïbe est un lieu qui produit des écritures dans tous les genres, en théâtre, poésie, fiction, et toute forme de fiction, pas que le roman d'ailleurs. Et il est bien que toutes les écritures du monde puissent être lues dans le monde entier. D'ailleurs, vous êtes vous-même auteur, poète, parolier, et vous remarquez donc une diversification, vous disiez, des écrits. Ah, totalement. Totalement. Si je prends Haïti, mon pays, on peut voir que dans les deux langues d'écriture du pays, soit donc le créole et le français, on ne peut pas parler d'un univers thématique qui serait le même pour tous. Il y a des courants, il y a des tendances, il y a même quelque chose qui a un peu disparu dans le centre de l'Occident, des écoles. Et je considère que c'est très bien, puisque la littérature est le lieu qui nous permet de réaliser que nous sommes semblables. Mais en même temps, c'est le lieu qui nous permet aussi d'établir nos différences. En tant qu'enseignant justement en littérature, vous remarquez chez les générations montantes, si je peux dire ainsi, une différence dans leur approche? Je ne sais pas. Au niveau de l'université, je ne crois pas. Je crois que c'est encore quelque chose de très sérieux, peut-être même de trop sérieux dans l'orientation. Voilà, je vais travailler sur telle thématique, tel univers. Ce que je peux dire simplement, c'est que je constate que, contrairement à un mythe actuel, les jeunes ne lisent pas. Dans mon pays, les jeunes lisent quand on leur amène des livres. Les livres, hélas, ils n'en trouvent pas souvent. Ça, c'est par rapport aux conditions économiques. C'est l'accessibilité qui pays, fait défaut. Mais quand ils trouvent des livres, ils les lisent. En plus, je réalise aussi que c'est peut-être négatif ou pas trop intelligent de vouloir fixer les seuils de lecture pour les enfants ou les jeunes. Je crois que, sans vouloir dire du mal de la littérature jeunesse, il faut laisser les enfants, les jeunes, lire ce qu'ils trouvent. Il faut leur amener un maximum de livres, comme dans une sorte d'immersion, et ils choisiront là-dedans. Plutôt que de vouloir absolument dire, voilà, quand on a 10 ans, il faut lire tel type de livre et pas tel autre. Je pense que là, évidemment, il y a quelque chose qui est lié à la marchandisation, mais au-delà de cela, il y a peut-être une vision un peu trop pédagogique, trop didactique de la relation de l'enfant avec le texte littéraire. Que pensez-vous de cette ère de médias sociaux, de livres numériques? Est-ce que ça change la donne, selon vous, face à la littérature? Je ne pense pas que ça change la donne, que ce soit les livres imprimés, que ce soit les textes qui paraissent sous différentes formes dans les médias sociaux. Les gens choisiront. Encore là? Les gens choisiront ce qui va rester. Je ne pense pas que le médium puisse assurer l'éternité d'un texte. Écoutez, vous auriez publié Shakespeare sur les réseaux sociaux, je pense que ça aurait survécu. Et alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées et là qui ne vont pas vivre. Ce n'est pas mauvais en soi, à mon avis, que l'on trouve d'autres formes, d'autres supports pour que les textes soient produits. Maintenant, la question de la qualité et de la valeur des textes, c'est le temps qui le
C'est le temps qui le dira. Monsieur Trouillot, est-ce qu'il y a des salons du livre chez vous, au Caraïbe? Dans la Caraïbe, il y en a même beaucoup. Ah oui? Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très célèbre à Porto Rico. En Haïti, il y a la foire du livre tous les ans. Et il y avait le festival étonnant voyageurs qui se faisait tous les 2 ans. En Guadeloupe, il y a le congrès des écrivains de la Caraïbe. Je ne peux pas tout citer, mais il y en a beaucoup. Monsieur Trouillot, merci infiniment pour cette entrevue. Merci à vous. Voici ce qui clôture notre émission. À très bientôt pour un autre épisode.